Ce soir à l'émission, gestion de l'offre, le député Chassaing et le Parti québécois à couteau tiré. Vous savez, l'unanimisme de tous les partis qui sont tout le temps d'accord sur tout. Et SOS Aventure brille à l'international. On a le 11e meilleur jeu au Québec, le 12e meilleur au Canada. En entrevue, je discute avec Dany Legault-Baudouin à propos des conditions de travail des paramédics. On est rendu avec un record là, au niveau localement d'une retenue de 7 heures de temps, ce qui est inacceptable. Je m'entretiens également avec Inès Escriva qui nous parle de la mission du Centre Omega contre le décrochage scolaire. Pour prévenir le décrochage scolaire, il faut agir de manière à avoir un impact. Enfin, Maude Loca nous fait part des spectacles à venir au Théâtre Gilles Vigneault. Mercredi, le 19 mars à 19h30, on reçoit la pièce La Dernière Cassette. C'est un solo qui est défendu avec brio par la comédienne Violette Chauvreau. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 13 février 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Claude. Clara, cette semaine, le député indépendant Yuri Chassaing a voté contre une motion du Parti québécois. Ça concernait la gestion de l'offre et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a suscité des réactions. Oui, Claude, mardi dernier, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a proposé une motion au Salon Rouge de la capitale nationale portant sur la gestion de l'offre. Alors, un petit rappel du fonctionnement de la gestion de l'offre, qui est en fait un système économique qui stabilise les prix de certains produits canadiens et qui limite les exportations de l'international, notamment des États-Unis. Et rappelez-nous quels sont les produits qui sont touchés par la gestion de l'offre. Alors, il y a les œufs, le lait et ses dérivés, ainsi que la volaille. Le gouvernement fédéral a instauré cette façon de faire en 1972 dans le but de protéger le milieu agricole canadien des industries étrangères. C'est notamment avec la mise en place de taxes très hautes pour les exportateurs étrangers et de quotas pour les producteurs locaux que la gestion de l'offre fonctionne. D'accord. Bon, en quoi consistait exactement cette motion présentée par le PQ? Alors, la motion se voulait un rappel de l'importance du secteur agricole pour le Québec et une demande au gouvernement fédéral de protéger ce système de gestion de l'offre dans les pourparlers prochains avec les États-Unis à propos de ces fameux tarifs douaniers dont on entend beaucoup parler. On écoute à ce sujet Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois. On est très fiers de ça. C'est très propre au Québec et à l'Ontario aussi. On demande au gouvernement canadien de ne pas remettre ça en jeu, de protéger ça. Alors, on s'est dit, avec une motion de l'Assemblée nationale unanime, on envoie un message fort. Donc, la motion n'a pas été acceptée à l'unanimité. Non, la seule personne s'étant montrée en défaveur de cette motion, aux grandes dames du Parti québécois, c'est le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassaing. Dans une entrevue qu'il m'a accordée, il explique la raison de son refus de cette motion. On peut l'écouter. Parce que si on fait payer un petit peu plus cher le lait, les œufs et le poulet, par exemple, aux consommateurs, moi, je pense, comme député de Saint-Jérôme, à mon monde qui sont pauvres, qui ont besoin de payer l'épicerie le plus abordable possible, aux gens qui font la ligne dans les banques alimentaires. Puis je me dis, c'est pas vrai qu'on va me demander de déclarer que l'Assemblée nationale est unanimement en faveur de la gestion de l'offre. C'est des producteurs qui s'entendent pour que le prix soit élevé. C'est un cartel légal. Donc oui, le système de gestion de l'offre propose des prix un peu plus élevés qu'il le serait normalement sur certains produits, mais en contrepartie, il assure une base de revenus pour les producteurs agricoles. Justement, Clara, quelle est la vision de M. Chassaing sur le coup de pouce que peut offrir ce système aux agriculteurs? Selon le député, le marché québécois se prive d'exportations intéressantes de produits locaux à l'international. Pour M. Chassaing, ce modèle ne favorise pas nécessairement les petits producteurs, mais plutôt les grandes industries. On l'écoute à nouveau. C'est pas des circuits courts, là. On prend pas le lait de la ferme d'à côté de chez nous. On envoie le lait de la ferme à côté de chez nous dans des installations à Saint-Hyacinthe. Il revient après ça, puis là, on l'achète à l'épicerie. Ça serait le fun de pouvoir s'approvisionner dans un circuit court aussi. Et M. Bérubé s'est pas gêné pour critiquer la décision de M. Chassaing. Non, il s'en est pris à l'authenticité de M. Chassaing, le député de Saint-Jérôme, est économiste de profession et était connu avant sa carrière politique pour être un détracteur de la gestion de l'offre. Toutefois, durant son passage à la CAQ, M. Chassaing s'est adapté à la vision de son parti à ce sujet. On écoute à ce propos Pascal Bérubé, suivi de Yuri Chassaing. C'est un enjeu idéologique. Donc, il ne protège pas le modèle québécois d'agriculture. S'il y a dans les Laurentides, dans sa propre région, des gens qui sont dans la gestion de l'offre, dans les 3 filières, laitière, œufs et volailles, ils ne pourront pas compter sur l'appui de ce député. Et je trouve ça très particulier. On a manqué un beau moment à cause de lui.
d'envoyer un message fort. Et c'était justement le grand avantage d'être indépendant, que de pouvoir dire, vous savez, l'unanimisme de tous les partis qui sont tout le temps d'accord sur tout. Ben moi, je vais dire exactement ce que je pense. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens de Saint-Jérôme aussi. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On va parler de jeux d'évasion. À plus tard, Claude. La ville de Sainte-Thérèse lance une série d'appels de dossiers afin de mettre en lumière le travail des artisans, commerçants et artistes locaux. Il est possible de participer au village de Noël du 27 novembre au 14 décembre prochain, à la programmation d'expositions citoyennes à la Maison La Chaîne et à la politique d'acquisition d'œuvres d'art qui permet d'ajouter des œuvres à la collection municipale. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature avant le 31 mars prochain pour ce qui est du village de Noël et l'exposition et avant le 30 avril pour la collection municipale. Le programme avec Loisirs Laurentides On Bouge a reçu 117 propositions à la suite des appels de projets lancés l'automne dernier pour les volets réguliers et événements sportifs. De ce nombre, 67 projets ont été sélectionnés pour un montant total offert de près de 285 000 $. L'objectif de ce programme est de promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de plein air auprès de la population des Laurentides, peu importe l'âge. À pareille date, l'an dernier, le syndicat des services préhospitaliers de Laurentides-Lanaudière CSN sonnait l'alarme quant au manque d'effectifs et de véhicules mis à la disposition du personnel. On y voyait un effet direct sur le temps moyen d'attente des patients qu'on estimait risqué à ce moment-là. Est-ce que les choses ont changé? On va poser la question à Danny Legault-Beaudoin, qui est président du syndicat. Bonsoir, M. Legault-Beaudoin. Bonsoir à vous. Alors, je devine un peu la réponse puisque vous êtes avec nous. Le ministre de la Santé avait annoncé dans ce dossier spécifique un investissement de 3 millions de $, un plan d'action gouvernementale, c'est comme ça qu'on appelait ça. Donc, il y a encore des choses, si je comprends bien, qui clochent sur le terrain. Vous mentionnez, par exemple, le temps de retenue sur civière. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire, ça, et quel genre de problème ça occasionne. Mais en effet, dans le fond, l'an dernier, on avait ajouté il y avait dans le programme de l'investissement qui avait été annoncé, il y avait un ajout de 13 000 heures d'ambulance qui était supposé être ajouté. Ils sont toujours pas sur la route en ce moment. Et pour le volet, les retenues de civière, ce qu'on mentionne, c'est que au niveau dans la région Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, qui est affiliée avec l'hôpital de Saint-Eustache, on est sûr au Québec où est-ce que la retenue de civière est la plus importante. On est rendu avec un record là au niveau localement d'une retenue de 7 heures de temps. Ce qui est inacceptable, c'est quasiment un quart de travail au complet que 2 paramédics sont retenus à l'intérieur de l'hôpital avec un patient sur la civière qui, bien souvent, ne nécessite pas beaucoup de soins. OK. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on retient... pourquoi les gens sont retenus sur civière comme ça pendant si longtemps? La réponse officielle, c'est qu'on manque de civière au niveau de l'urgence. On n'a pas de place pour installer le patient qu'on amène. Donc, en attendant de faire une place, que soit on déplace des patients qui sont déjà à l'urgence au niveau des étages, ainsi de suite, nous, on nous garde avec notre civière et le patient dessus jusqu'à temps qu'on puisse nous trouver une civière. Ah, OK. Bon. Il est aussi question du taux d'utilisation clinique. Est-ce que c'est la même chose, ça, ou c'est un autre dossier? C'est une autre donnée, c'est pour illustrer le taux d'occupation que les ambulances sont sur le terrain. Oui. Au niveau de Sainte-Thérèse, encore une fois, vous comprendrez, là, il y a plusieurs régions dans les Laurentides. On est tous très hauts, mais Sainte-Thérèse ressort du lot avec 152 %, qui est le plus haut au Québec. On dépasse des régions comme Montréal, Laval et même Québec. OK. Mais bon, ça, c'est des chiffres, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces chiffres-là? Il faut comprendre là, que, dans le fond, c'est pour une équipe régulière qui fait son corps de travail, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lousse de disponibilité. Puis, comprenez-moi, là, c'est pas qu'on essaie de dire qu'on veut moins travailler, c'est que dans un monde idéal, il faut que l'ambulance soit un petit peu disponible, qu'il y ait du lousse, pas qu'elle soit occupée constamment, puisque sinon, ça veut dire qu'elle n'est jamais nécessairement disponible pour les urgences. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un petit gap, excusez l'anglicisme, pour pouvoir être disponible pour les urgences très prioritaire. Là, ce qui n'est pas en ce moment, c'est appel après appel, pas toujours des appels urgents, des appels des fois moins urgents qui sont en suspens. Donc, ça fait que, inévitablement, ça retarde les périodes de repas des paramédics, ça occasionne du temps supplémentaire de fin de corps et, malheureusement, un manque de concret avec les retenues, comme qu'on parlait, là, un manque concret de véhicules sur le terrain, ce qui fait que les autres régions doivent venir souvent dépanner. Ah, voilà. On parlait aussi l'année dernière de surcharge de travail, de démission en cascade. Est-ce que c'est toujours aussi difficile d'attirer du sang neuf et surtout aussi de retenir ceux et celles qui y sont déjà?
De retenir, oui, c'est toujours très difficile, je vous dirais, là, de garder. Je maintiens mon message. Il faut trouver des mesures de rétention du personnel, les attirer. À chaque année, on a un flot de gens qui sortent des cégeps qui rentrent. Malheureusement, ils restent pas longtemps. Ils finissent par trouver des alternatives, ils retournent à l'école, puis des fois, c'est carrément pour un autre domaine. Donc, il faut trouver des mesures pour retenir ces gens-là là, sous le terrain. D'accord. Le délai d'attente moyen par transport l'année dernière, c'était de 12 minutes 26 secondes. C'était considéré à risque. On en est où maintenant, aujourd'hui, avec ça? Je n'ai pas les données officielles, mais comme que je vous dis, les heures n'ont toujours pas été ajoutées de façon permanente sur la route. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que parfois, quand on a des paramédics de disponibles, on réussit à rajouter quelques heures ici et là, de façon sporadique. Mais concrètement, ces heures-là étaient des postes temps plein. Ils ne sont toujours pas en place en ce moment, un an plus tard. De mots-clés, disponibilité, parce que vous le disiez, on aurait beau avoir des véhicules de plus, si on n'a personne à mettre dedans, ça ne change rien. Le ministre était d'accord avec vous sur tout ce que vous demandiez l'année dernière. Comment vous ressentez ça, vous, sur le terrain, le fait qu'il n'y ait eu aucune amélioration depuis un an? Mais c'est sûr que c'est frustrant parce que je pense que les gens qui prennent les décisions, puis là, dans ce cas-ci, ça serait le 6 des Laurentides, n'agissent pas au meilleur de ce qu'ils peuvent, je crois, pour faire en sorte qu'on mette les heures sur la route, qu'on puisse favoriser de retenir les gens là, pour qu'ils puissent rester en place. Et c'est également, là, oui, on parlait des paramédics à mettre dedans, mais on a aussi un enjeu qu'on n'a pas les véhicules physiques concrètement, encore un an après, pour pouvoir déployer cette flotte-là. On va sûrement en reparler, M. Danny Legault-Baudouin. Vous êtes président du syndicat des services préhospitaliers de Laurentides-Lanaudière CSN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. La mairesse de Blainville, Lisa Poulin, a annoncé le retour des bourses et prix de la persévérance lors du jeudi Persévère. Destiné aux finissants de 6e année et de 5e secondaire, ces prix récompensent leurs efforts scolaires. Les écoles participantes sélectionnent un élève méritant qui recevra soit un chèque cadeau pour des commerces locaux, soit une bourse de 250 $. Les récompenses seront remises lors des cérémonies de fin d'année. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides annonce que l'accueil progressif des résidents à la Maison des aînés de Saint-Canut, à Mirabel, est terminé. Les 72 places d'hébergement sont maintenant comblées. Ces infrastructures permettent d'augmenter le nombre de places d'hébergement afin de mieux répondre aux besoins grandissants de la population. Les maisons des aînés visent à recréer l'environnement d'un domicile avec des espaces intérieurs et extérieurs adaptés à leurs besoins. On va regarder ce qui s'en vient au Théâtre Gilles Vigneault avec Maude Loca. Bonsoir, Maude. Bonsoir. On est déjà rendu, ou en tout cas presque rendu au mois de mars. On va même parler de relâche scolaire. Il y a un spectacle qui s'en vient qui s'appelle Les Illusionnistes. Oui, exactement. Donc, tu sais, souvent, on cherche des activités familiales à faire à petit prix. Donc, ça, c'est vraiment une super belle occasion de venir voir un spectacle de cirque et de magie. Donc, c'est pour toute la famille. Il s'agit du 2e spectacle éponyme de la compagnie qui puise dans les univers foisonnants du cinéma muet. Donc, on se retrouve un peu comme dans les années 20. Des backstage musicals, excusez-moi l'anglicisme, mais on parle de comédie musicale avec une intrigue qui tourne autour de la production d'une pièce de théâtre, par exemple. Oui, oui, oui. Et de l'âge d'or, de spectacle de magie. Donc, c'est vraiment un spectacle de magie pour les enfants. C'est génial. Théâtre de création, maintenant, la dernière cassette. Exactement. Donc, mercredi, le 19 mars à 19h30, on reçoit la pièce La dernière cassette. C'est un solo qui est défendu avec brio par la comédienne Violette Chauvreau, qui brosse un portrait singulier, ni biopic, ni théâtre documentaire sur André Brassard, qui est l'un des plus grands metteurs en scène du Québec. Donc, Olivier Chouanière, qui a été son élève et un très proche d'André Brassard, a décidé de poser son regard sur son médium artistique et faire un état des lieux, en fait, du sort qu'on réserve à nos artistes et plus globalement sur les conditions dans lesquelles on vieillit et qu'on meurt ici au Québec. Oui, et pour en avoir vu quelques extraits, Violette Chauvreau a l'air absolument extraordinaire. Oui. Je pense que juste ça vaut le déplacement. Oui, exactement. C'est une pièce phénoménale. C'est à ne pas manquer. Théâtre musical, un autre spectacle qui a du succès, Belmont.
Exactement. Donc, un spectacle à grand déploiement. On est dans un spectacle théâtral et musical autour de l'univers de Diane Dufresne, qui nous plonge dans le monde de la folie, de la chanteuse, comédienne, peintre et ici icône évidemment québécoise. Donc, c'est un univers farfelu, déjanté, qui était en fait le point tournant et qui a pu inspirer toute une génération de femmes et d'artistes. Et donc, on retrouve sur scène justement 5 femmes, dont Geneviève Allary, Catherine Sénard, Laure Fugère, Hélène Durocher et Catherine Allard, qui vont incarner chacune une facette de l'artiste. Donc, on va avoir le droit à un portrait, par exemple, sur la folle, la diva, la petite fille, l'amoureuse et l'artiste. On trouve tout ça dans Diane Dufresne, effectivement. Oui. En musique et en chanson, il y a quelques événements qui s'en viennent, dont un avec Christine Tassan et les Imposteurs. Oui, les Imposteurs. Donc, en fait, c'est un groupe, Christine Tassan, qui est une excellente guitariste manouche. Donc, on est dans le jazz manouche. Donc, c'est dimanche le 9 mars à 15h, un spectacle en après-midi. On aime ça. Donc, ça fait 20 ans là, que Christine Tassan et les Imposteurs tournent à travers le monde entier, mais aussi dans autant sur des grandes scènes à l'international que peut-être dans des plus petits villages. Ouais. Et ce spectacle qui s'intitule Sur la route transporte le public à travers, en fait, toutes les péripéties que le groupe a vécues au travers les années, que ce soit l'ascension de la Grande Muraille de Chine, une promenade en vélo dans le Stanley Park à Vancouver ou encore traverser des rocheuses en pleine tempête de neige. Donc, c'est un super spectacle. Oui, c'est très bon, c'est dans le ton, puis c'est porté par la très belle voix chaude de Madame Tassan. Un groupe très sympathique qui s'en vient aussi, Comment de bord. Exactement. Donc, vendredi le 21 mars à 20h, c'est un groupe, c'est un tout jeune groupe là, qui a sorti son album en 2020, son premier album, qui ensuite a tourné aux 4 coins du Québec. C'est super sympathique comme proposition, autant pour les petits, les grands, tout le monde va y trouver son compte. Ils explorent la musique un peu aux couleurs folk des années 70, mais aussi qui pigent dans le rock alternatif contemporain. Moi, je trouve qu'ils me font penser beaucoup à Beau Dommage avec leurs multiples verres d'oreilles, là, donc des mélodies très accrocheuses. Oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est ça. C'est un spectacle très festif, puis tout le monde finit sur la piste de danse, là, à la fin, c'est certain. Oui, absolument. L'autre que tout le monde aime, Damien Robitaille. Oui, puis je tenais d'en parler parce qu'en fait, pour la première fois, dans les Laurentides, le Théâtre Gilles Vigneault participe à cette initiative qui s'appelle le Concert pour toutes les oreilles. Donc, on reçoit Damien Robitaille en après-midi également, donc pour un spectacle à 16h dans le cadre d'un concert pour toutes les oreilles. Donc, c'est quoi un concert pour toutes les oreilles? J'allais te poser la question. C'est un programme qui soutient la diffusion de spectacles en chanson et en musique pour que les enfants, les adultes de tous âges puissent partager une expérience qui est vraiment conçue pour la famille. Donc, ici, les enfants ne dérangent pas. Ah, j'aime ça entendre ça. Oui. Alors, c'est un concert, évidemment, qui va être en journée pour que tout le monde soit bien éveillé. Une prestation qui est écourtée, donc 60 minutes pour respecter le temps d'attention de tous les enfants. Niveau sonore réduit aussi pour faire attention à leur audition. Et les billets également sont réduits aussi, donc sont à 35 $ au lieu de 45 $. Donc, c'est une super belle initiative qui part en fait de Québec, qui est dans quelques villes au Québec, puis nous, on participe à ça. Puis ensuite, on reçoit Damien Robitaille en soirée comme prévu là, pour son spectacle grand public. Ah bon, OK, d'accord. Merci beaucoup, Maude Local. Ça me fait plaisir. Au cœur des journées de la persévérance scolaire, les organismes et les institutions déploient toutes leurs ressources afin de venir en aide aux enfants et aux adolescents dont le parcours est parsemé d'embûches. Depuis 1999, le Centre Omega fait de la lutte au décrochage son cheval de bataille. C'est un plaisir d'accueillir Inès Escriva, qui est directrice générale de l'organisme. Bonsoir, Madame Escriva. Bonsoir. Alors, lutter contre le décrochage scolaire, pour vous, si j'ai bien compris, c'est agir en amont, c'est prévenir, c'est tout faire pour empêcher que ça arrive. Alors, comment définir le succès dans cette dynamique-là? Bien, le succès, c'est le quotidien. Hein? Ouais. C'est sûr qu'on pourrait définir le succès par des actions, des changements flamboyants auprès des jeunes puis des familles qu'on accompagne. On en a des histoires de succès flamboyantes, mais pour moi, le succès, c'est vraiment les petits pas qu'on accomplit quotidiennement avec les jeunes. Parce que c'est prouvé que pour prévenir le décrochage scolaire, il faut agir en amont. Prévenir, c'est ça la définition. Mais surtout, il faut agir de manière à avoir un impact. Ouais. Puis les ingrédients pour avoir un impact, c'est d'offrir des actions qui sont intenses, régulières et qui mobilisent la personne dans son propre cheminement. Fait que dans ce cas-là, le succès,
puisqu'on accompagne les jeunes puis les familles pendant toute une année de temps, les mêmes jeunes, les mêmes familles à chaque semaine, bien, pour moi, le succès, là, c'est les petits pas qui se font au quotidien. Mes héros du quotidien, mes héros à moi de la persévérance, là, c'est le jeune là, qui vit sa journée à l'école, qui travaille fort, puis il manque de motivation. Il y a plein de facteurs là, qui fait que le jeune est référé chez nous. Souvent, il n'a pas le goût là, de venir dans nos programmes, mais il vient pareil. Il vient quand même. Ça c'est héroïque. Il vient quand même. Pour moi, mes héros cette semaine, la persévérance, c'est d'abord et avant tout les enfants, les jeunes qui viennent dans les programmes. Bon, aujourd'hui, ils auront eu congé à cause de la tempête, mais ce sont eux, c'est les petits pas, puis c'est les intervenants qui les accompagnent aussi, parce que eux aussi, là, ça a beau être leur travail, on emploie une cinquantaine d'intervenants et de tuteurs à temps partiel, une dizaine de personnes à temps plein au Centre Oméga. Des embûches, là, il y en a des embûches d'intervention, d'accompagnement. Fait que c'est ça mon succès, moi. C'est tout ce monde-là qui travaille au quotidien. J'ai vu que, bon, vous ciblez dans le groupe d'âge que vous ciblez a entre 4 et 16 ans. Moi, ça a piqué ma curiosité. Qu'est-ce qu'on peut observer chez un enfant de 4 ans qui doit être considéré comme un petit drapeau là, qui s'agite? Bien, en fait, il y a différents facteurs de vulnérabilité qui peuvent mener un jour au décrochage scolaire. Puis ça, c'est des statistiques, c'est des facteurs de vulnérabilité. Un fumeur qui fume, c'est pas sûr qu'il va avoir le cancer, mais ça augmente ses chances. Alors, les différents facteurs de vulnérabilité, parmi ceux-là, de pas bien parler le français, c'est un des facteurs de vulnérabilité. Fait que nos petits de 4 ans, là, ça frappe l'imaginaire. Là, vous n'êtes pas le premier à faire « Hey, mon Dieu, 4 ans, on peut pas déjà identifier les décrocheurs. » Mais les petits de 4 ans, on fait de la francisation avec eux. C'est nos jeunes issus de l'immigration, nos jeunes allophones. Fait que ça, c'est nos 4 ans, préscolaires 4 ans. C'est nos plus jeunes qu'on accompagne. Après, les autres, ben on les accompagne parce qu'ils ont des difficultés importantes ou des facteurs motivationnels. Ils sont moins motivés, ils ont moins d'estime, des problèmes d'assiduité aussi qui peuvent apparaître dès le plus jeune âge. L'enfant de 7 ans qui a mal au cœur le lundi matin avant d'aller à l'école, ben il est pas motivé, il aime pas ça. Le parent sait pas tout le temps comment gérer ça. Fait que nous, on accompagne aussi le parent à accompagner son enfant. Sinon, d'avoir des difficultés scolaires, évidemment, c'est un facteur de risque aussi. Vous parlez de l'importance de développer de bonnes habiletés sociales. Jusqu'à quel point ça, c'est important dans la lutte au décrochage? En fait, d'avoir un bon réseau social, un bon réseau d'amis, surtout quand on débute le secondaire puis qu'on finit le primaire, c'est le principal facteur de protection pour réussir. Donc, ce programme-là, il est super important pour nous. Puis, il y a ces petits bébés aussi. Là, on a un dernier programme qui s'appelle « En route vers le secondaire » où on va aussi travailler la fameuse transition. Toute la fameuse transition. Donc, ça, c'est notre petit bébé. Et puis, on reprend aussi tous les aspects. Là, oui, l'offre de services est colossale. Là, il suffit d'aller se balader sur votre site Web. Les journées de la persévérance scolaire se poursuivent jusqu'à demain. Il y a congé aujourd'hui. En attendant, bon, j'invite les gens justement à aller voir votre site Web pour voir ce que vous offrez et pourquoi pas, une fois rendu, vous faire un don. Oui, un don en argent, c'est toujours super apprécié. Les dons de soi aussi, nos bénévoles, quand on parle de persévérance. Là. Inès Escrivá, c'est tout le temps qu'on a. Vous êtes directrice générale du Centre Oméga. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans la tempête. Ça me fait plaisir. On est de retour avec Clara Mété-Jonet. Il y a une entreprise jéromienne de divertissement qui se fait reconnaître maintenant dans un palmarès international. Oui, Claude, c'est SOS Aventure, spécialisé dans les jeux d'évasion. Un de leurs jeux s'est démarqué dans le classement Top Escape Room Project Enthusiast Choice Awards. Je vous en révèle pas plus et je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Ça a commencé en 2017. Moi puis Rémi, on est allé faire des jeux d'évasion à Montréal, une soirée ensemble, puis on a vraiment eu la piqûre. On s'est dit, mon Dieu, c'est tellement le fun. On veut vraiment recréer ça dans notre région à nous parce qu'il fallait tout le temps descendre à Montréal, descendre à Laval. C'était loin, c'était compliqué avec les enfants, la gardienne, puis tout ça. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas emmener ça chez nous
ici. Fait que, ouais, en 2017, on a décidé de se lancer dans cette aventure-là. Et on s'est dit qu'on n'était sûrement pas les seuls à vivre cette situation-là, que d'autres personnes sûrement qui voulaient se divertir dans le coin. Donc, directement, c'était l'avantage. Quand on a commencé, on était les premiers dans les Basses-Laurentides. Puis aujourd'hui, on est quand même une dizaine d'entreprises là, entre Laval et Mont-Tremblant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une industrie où on est comme en compétition. Dans le fond, oui, on est des concurrents, mais on se partage notre clientèle aussi. On a tous intérêt à ce que les autres soient bons parce que ça fidélise la clientèle à l'activité de jeu d'évasion. Et les gens reviennent, donc on collabore beaucoup ensemble, les entreprises. À chaque année, les joueurs qui ont joué plus de 200 jeux dans le monde peuvent nominer les jeux qu'ils pensent comme étant les meilleurs jeux. Et notre aventure, la confiserie, a été nominée. Et lorsqu'elles le sont, les gens qui ont joué plus de 100 jeux peuvent voter pour leur jeu préféré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le 11e meilleur jeu au Québec, le 12e meilleur au Canada, le 49e en Amérique du Nord et le 230e au monde, ce qui est quand même intéressant, considérant qu'il y a des milliers de jeux qui existent partout autour du globe. L'an dernier, nous avons gagné le prix de Excellence Tourisme, Loisirs et Culture. L'entreprise a aussi gagné 2 fois le prix Coup de cœur du public ainsi que des prix pour jeunes entrepreneurs, Implication de l'année, Investissement de l'année. Je dirais que probablement la thématique, c'est très dans le fantastique, très féerique. On emmène les jeux aussi dans une trame narrative très différente. Donc, les joueurs ont vraiment une première mission, mais ils découvrent d'autres éléments, d'autres informations à travers le jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, je pense que c'est cet émerveillement-là qui fait qu'elle se différencie des autres. On a aussi beaucoup joué sur la technologie. On a aussi d'autres sensations comme l'odeur, le toucher, tout ça. Donc, on a vraiment fait une immersion totale dans ce jeu-là. L'aventure s'appelle La Confiserie. C'est la boutique que vous héritez d'une grande tante qui est décédée. Et lorsque vous arrivez, vous découvrez les secrets de la confiserie, pourquoi elle est si populaire. Il y a une petite touche de magie fantastique dans le jeu. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail d'équipe. Ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait pas tout seul non plus. Ça passe par une idée ou, je vais dire, juste un petit spark imaginaire de dire, OK, dans quelle thématique on veut se lancer. Après ça, c'est beaucoup de plans papier, beaucoup de discussions autour de la table avec nos équipes pour voir l'espace qu'on a, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'espace. Puis ensuite, bien, c'est concevoir toutes les énigmes, tous les éléments de décor. Il y a beaucoup de détails très spécifiques là, pour construire une aventure. Là, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre équipe au complet à l'interne. Donc, tout est conçu directement dans notre équipe ici à Saint-Jérôme. Il n'y a pas de... on achète des éléments de deuxième main pour améliorer le décor, mais sinon, on fait vraiment la conceptualisation et la construction ici. Donc, on a notre propre équipe de bénisterie, de scénographie, on a notre propre atelier. Donc, c'est vraiment un avantage qu'on a. On peut aussi venir réparer les jeux et les améliorer à travers le temps. Et je pense que c'est ce qui nous aide à nous démarquer beaucoup dans nos jeux. Ici, à notre centre de Saint-Jérôme, nous avons 5 aventures, mais on a aussi un centre à Québec où il y a 6 aventures. On est en train de présentement construire la 6e ici à Saint-Jérôme, mais dans notre local actuel, on peut se rendre jusqu'à environ une dizaine de jeux. Un jeu, ça coûte beaucoup plus cher qu'on pense à construire. Ça vit quand même longtemps, ça vit plusieurs années. Donc, notre but, c'est de construire des nouveaux jeux parce qu'encore à chaque jour, on rencontre des gens qui n'ont jamais fait de jeux d'évasion, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, c'est quand même une belle opportunité d'encore avoir des nouveaux clients. Mais je vous dirais qu'environ les gens qui découvrent nos jeux reviennent rapidement vers les prochains. Puis après ça, ils attendent le nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en train de créer un nouveau jeu. On est constamment en train d'en planifier un, mais un jeu prend environ de 6 à 12 mois avant de voir le jour. C'est quand même long, mais ça vaut la peine d'attendre. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Famille unie, communauté forte suit à l'instant. Je vous invite également à prendre connaissance de l'ensemble de la programmation sur le tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.